Et si on se parlait des livres que j'ai lus récemment? Comme toujours, voici un petit menu des genres littéraires qui seront discutés dans cette vidéo. À la tête, nous avons 3 contemporains, ensuite 2 romans historiques, une romance, une science-fiction, un polar, une non-fiction et une fantasy. Et juste pour s'amuser aujourd'hui, j'ai décidé que la vidéo allait alterner entre le livre d'un auteur que j'avais jamais lu auparavant et le livre d'un auteur que j'avais déjà lu. Mais vous allez voir, ok, c'est pas parce que j'avais déjà lu les auteurs auparavant et que c'était parmi mes auteurs préférés que je n'ai pas été déçue parce que j'ai lu. Mais bon, avant de se lancer dans les avis, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, Nextory. Nextory, c'est une application francophone qui regroupe plusieurs formats de livres différents dans 10 langues différentes. Ils ont des livres audio, des e-books, des bandes dessinées, des séries audio exclusives, des articles de presse, des podcasts, des magazines. C'est impossible d'ouvrir cette application sans en ressortir avec au moins un livre que tu as envie de lire. Et là, je dis un, on s'entend que c'est plus comme des milliers. Ce que je trouve personnellement très cool de Nextory, c'est que même en étant au Québec, j'ai accès à leurs nouveautés qui sont même pas encore sorties ici. Nextory sont toujours les premiers à avoir les nouveaux livres. Par exemple, là, cette semaine, il y a le nouveau livre de Clara Hérault, Le tourbillon des possibles, qui est sorti. Et grâce à eux, je peux commencer à l'écouter tout de suite. Alors que Québec, je dois attendre littéralement genre l'arrivée de l'automne pour l'écouter. Donc non seulement je suis beaucoup trop impatiente pour attendre et je préfère absolument l'écouter sur Nextory, mais je préfère aussi l'écouter sur Nextory parce que je sais d'expérience que la qualité de leur livre audio est superbe. Les narrations sont vraiment bonnes. Il y a habituellement un essai gratuit de 14 jours pour toute personne qui souhaiterait tester Nextory, mais avec le lien dans ma description, vous avez 45 jours gratuits au niveau standard. Donc moi, je vous encourage à donner une chance à Nextory parce que premièrement, ça coûte rien. Deuxièmement, leur service est génial. Et troisièmement, il y a rien de plus agréable sur Terre que de se mettre un bon livre audio dans les oreilles en faisant du ménage, du sport, des casse-têtes, du dessin. Les possibilités sont infinies grâce à Nextory. Et je vous promets, ce n'est pas un slogan qui m'a demandé de dire, ok, c'est venu du cœur. Pour en profiter, il suffit d'aller cliquer le lien dans ma description. Alors le premier titre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement un livre audio de Nextory que j'ai écouté et c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est un livre dans lequel je me suis lancée sans avoir lu une ligne du résumé parce que j'avais tellement entendu de bien de cette œuvre que je faisais juste comme confiance. Mais si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle, ben on suit un jeune sculpteur qui tente de trouver sa place dans ce monde malgré les nombreux désavantages qui lui ont été attribués à sa naissance. Il fera la rencontre de Viola, une fille bourgeoise très excentrique qui bousculera le reste de sa vie à sa façon. Je suis heureuse de dire que je comprends le succès de cette œuvre. C'est vraiment le genre d'histoire qui a un goût marquant. Je l'ai commencé puis je savais que j'allais me souvenir de ce que j'étais en train de lire, que j'allais me souvenir des personnages, des atmosphères. Et pendant tout le long de ma lecture, j'étais comme absolument convaincue que ça pourrait devenir un coup de cœur parce que je voyais que tous les éléments étaient là. Sauf que à un moment donné, ben j'avais terminé le livre et à aucun moment c'était vraiment monté au stade d'un coup de cœur. Mais si vous me demandez pourquoi ça l'a pas été, ben la seule chose que je peux vous nommer, c'est que peut-être c'était un peu lent par moment, mais je me suis jamais ennuyée. Donc je sais pas, j'aimais beaucoup l'approche du texte, j'aimais les personnages, j'aimais les thèmes abordés, j'aimais la complexité des relations des personnages, et c'est juste le cas d'une très bonne lecture qui a comme pas su allumer vraiment une flamme en moi pour une raison que j'ignore. Donc pour moi c'est un très bon 4 étoiles, je trouve ça bizarre de lui donner juste ça avec tout ce que je vous dis, mais en même temps c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Quand je suis sortie de ce livre-là, je me suis dit c'est un 4 étoiles. Mais si vous aimez les récits de vie avec des personnages forts mais très imparfaits en même temps, ben je le recommande. Vraiment, je comprends, c'est un succès validé pour moi. Ensuite, on passe à une autrice que je lisais pour la 2e fois, donc Célèbre de Maud Ventura. Là, on est sur le récit d'une femme qui, depuis qu'elle est toute petite, rêve d'être célèbre et est prête à tout pour y arriver. Je vais garder le résumé court parce que c'est littéralement juste de ça que le livre parle. Je l'ai lu pendant mes vacances d'été puis ça a été une bonne lecture de vacances pour moi. Donc, tu sais, d'un côté, j'ai eu absolument aucune difficulté à le dévorer en une seule journée, ça se lisait bien. Mais d'un autre côté, là ça fait comme 2 semaines que je l'ai terminé, puis j'ai vraiment l'impression d'en être ressortie sans savoir ce que ça m'a réellement apporté. Parce qu'on parle des côtés sombres de la célébrité avec une protagoniste qui est absolument détestable. Et je suis jamais contre le fait de suivre un personnage comme ça. Mais dans ce cas-ci, je trouvais qu'elle faisait trop de trucs qui auraient pu gâcher sa carrière en genre 2 secondes. Et ça faisait que j'avais du mal à me mettre derrière elle en tant que lectrice. Genre moi, ce que j'aime beaucoup de suivre un personnage qui est vraiment en fait l'antagoniste de son propre récit, c'est de quasiment me sentir
mal de l'encourager, mais de pas être capable de ne pas l'encourager parce que je respecte son audace ou genre il y a du charisme. Mais dans ce cas-ci, même si elle avait certainement de l'audace, j'étais un peu plus comme une spectatrice qui était curieuse de voir où est-ce que son chemin allait aboutir. Mais honnêtement, si elle avait pas réussi, ben ça m'aurait fait genre ni chaud ni froid parce que elle était pas si charmante que ça à suivre. Puis tu sais, charmante, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui est agréable à suivre, mais tu peux avoir quelqu'un de désagréable à suivre qui est quand même charmant à suivre. Je sais pas si vous voyez la différence. Et là, je sais que ça sonne un peu comme un avis négatif, mais tu sais, j'ai aimé ça, là. Je l'ai lu avec beaucoup d'entrain, mais ça reste que c'est un livre avec une ascension très très progressive, tu sais, c'est un peu comme un monologue pendant tout le long, tu passes à travers toutes les étapes, et j'ai pas nécessairement l'impression d'avoir été récompensée pour ma patience à la fin. Encore une fois, Maud Ventura nous arrive avec un dernier chapitre choc, et dans son roman Mon mari, j'avais absolument adoré le dernier chapitre, puis en fait c'était ça qui avait sauvé le roman pour moi parce que j'avais trouvé le roman un peu ennuyant par moment. Alors que là c'est un peu le contraire, mon intérêt était solide pendant tout le long, mais j'ai pas aimé le dernier chapitre, puis en fait c'est que pour moi le dernier chapitre ça aurait tellement pu être la deuxième partie du roman. Genre là, ok, enfin t'amènes un élément intéressant qui s'éloigne de tous les autres livres de célébrités que j'ai pu lire, mais le roman est terminé. Donc pour moi c'est un 3.5 étoiles. Puis c'est étrange parce que c'est la même note que j'ai donnée à Mon mari, mais vraiment pour des raisons complètement différentes. Je suis vraiment curieuse de voir si le troisième roman de cette autrice va suivre la même construction, parce que là ça fait vraiment deux livres qui sont très similaires dans leur approche, même si ils sont pas similaires dans comme le ressenti du lecteur. En tout cas, je ne recommanderais pas, ça se dit pas très bien, en tout cas, je recommande, mais juste comme, j'en avais tellement entendu de bien que pour moi, ça a été une petite déception, donc gardez vos attentes un peu basses, puis dans ce cas-là, ben vous risquez de passer un meilleur moment. Le troisième livre, c'est un autre titre que j'avais présenté dans ma palle de l'été, j'ai une bonne progression pour l'instant. La vie en chantier de Pete Fromm, qui était une suggestion de Les pages envolées dans mon bocal des membres. J'étais très curieuse de découvrir cet auteur après tout ce que j'avais entendu à son sujet. Et ben, La vie en chantier, c'est une œuvre qui porte très bien son titre parce qu'on suit la réalité d'un père dont la conjointe est décédée en donnant naissance à leur fille. Ils avaient déjà pas beaucoup d'argent en partant, mais là c'est vraiment la galère. T'sais, le protagoniste doit trouver une façon de survivre et de faire survivre sa fille, pas sa sœur, tout en gérant le deuil immense de la perte de sa conjointe. Je dirais que c'est un livre touchant qui a pris un certain moment avant de réussir à me toucher. Le sujet en soi, on s'entend, est très triste dès le départ, tu sais, j'avais beaucoup de compassion pour le protagoniste, mais la narration nous distanciait beaucoup de ses sentiments, tu sais, tu savais conceptuellement que c'était triste, mais il n'y avait pas quelque chose dans l'écriture qui te le faisait ressentir, ou on n'avait pas beaucoup d'intériorité chez le personnage, mais éventuellement, il y a des beaux personnages qui ont été introduits, et là, je me suis sentie entrer dans leur petite bulle, j'ai commencé à avoir un peu plus les émotions ressorties. Puis au final, ben c'est un récit qui est très doux, très humain et qui parle de comment on peut réussir à continuer son chemin même après une tragédie aussi horrible. Puisqu'il a mis un peu trop de temps, je trouve, à réellement me rejoindre puis à me faire sentir présente dans le récit, ben ma note c'est un 3 étoiles, mais je serais très curieuse de découvrir un autre livre de cet auteur parce que même si je lui ai pas donné la plus haute des notes, ça reste que le livre s'est terminé sur une très bonne note et que j'en garde un bon souvenir. Merci pour la recommandation. Ok, maintenant, on va se parler de Great Big Beautiful Life de Emily Henry. Comme mentionné dans ma palle d'été, c'est un livre qui s'éloigne un peu de ses schémas habituels. On assiste évidemment à une romance, bien sûr, entre deux personnages qui se font inviter sur une île pour interviewer une femme très célèbre dont personne n'a entendu parler depuis plusieurs décennies. Les deux sont en compétition pour obtenir le rôle d'écrire sa biographie ultimement. Mais donc, oui, on a la romance, mais on passe aussi beaucoup de temps à découvrir la vie de cette femme-là. Et moi, étant beaucoup plus une fan de littérature générale que de romance, ben, je pensais vraiment que ce livre-là allait atterrir exactement là où je voulais. Mais c'est, pour moi, ça a vraiment été l'expérience de constater c'était quoi les forces et les faiblesses de Emily Henry. Parce que ça paraissait qu'elle était pas habituée d'écrire des chapitres avec plus un ton strictement contemporain sans romance. Genre les chapitres où on apprenait la vie de cette femme. Pendant au moins la première moitié du roman, à chaque fois que c'était ces chapitres, j'étais comme non, s'il vous plaît, pas encore. C'était tellement long
ennuyant, pas intéressant. Je voulais vraiment m'intéresser à son personnage parce que je voyais que ça aurait pu être intéressant, mais je n'y arrivais pas. Par contre, dès qu'on changeait de chapitre, je sais pas si vous entendez mon chat miauler, dès qu'on changeait de chapitre et qu'on arrivait dans la romance, j'étais tellement charmée, j'adorais les personnages, j'adorais leur chimie, on dirait que leur dialogue, ça devenait fluide comme une rivière, alors qu'avant c'était comme saccadé, comme un livre d'instructions. C'était tellement apparent que genre, elle était pas habituée d'écrire. J'aurais pu ne jamais avoir lu de Emily Henry et j'aurais pu deviner que c'était une autrice de romance qui essayait de faire quelque chose de nouveau. Donc pour moi, mon avis sur ce livre se résume à j'ai adoré la romance et j'ai été longtemps ennuyée par l'histoire de la femme. Ça s'est amélioré vers la fin. Ok, vers la fin, t'as des révélations là. Ok, elle a essayé, Emily. Elle a essayé. C'est pas comme si elle avait fait n'importe quoi. C'était juste l'exécution. J'apprécie la prise de risque là. J'aurais tellement voulu adorer ça. Mais voilà, je lui donne un 3.5 étoiles. C'est une note un peu bizarre pour moi, je sais pas comment me sentir exactement, puisque comme mentionné, la romance, là, je l'ai ressenti. Mais oh my gosh, les 200 premières pages, là, genre si ça avait été juste un livre qui parlait de cette femme-là, je l'aurais abandonné, littéralement. Bon, maintenant, on va se parler du plus gros pavé de la vidéo. Les somnambules de Chuck Wendig, qui était la suggestion de Calypso dans le bocal des membres. C'est une science-fiction qui débute avec une jeune femme qui surprend sa sœur en train de déambuler en dehors de la maison puis comme faire une sacrée grosse crise de somnambulisme tellement qu'elle se rend sur l'autoroute et fait juste marcher comme ça sans répondre à aucun stimuli autour d'elle. La protagoniste va vite réaliser qu'en fait, le problème est plus gros que ça quand il y a une seconde personne dans le même état exactement qui va rejoindre sa sœur. Et ben le troupeau de somnambules va juste se grossir en marchant tous dans la direction, en étant tous exactement pareils et en étant étrangement différents sous certains aspects humains. Et donc on va aussi suivre des scientifiques qui vont tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un roman qui mélange quand même plein de points de vue, tu sais, t'as le côté plus familial, contemporain avec le point de vue de la grande sœur, t'as le point de vue des scientifiques qui est vraiment fascinant, t'as aussi le point de vue d'un prêtre qui va utiliser cette opportunité-là pour comme monter les échelons politiques. Ce livre-là, c'est un gros commentaire sur la véritable politique américaine qu'on subit actuellement. Parfois, c'était pas très subtil, genre j'aurais apprécié un petit peu plus de subtilité, mais en même temps, puisque j'étais d'accord avec le message, ça m'a pas dérangé. Mais donc, ce livre-là, c'est définitivement un trop gros livre qui aurait pu être écouté, mais ça reste que je l'ai adoré. J'ai tellement aimé ça. Dès le début, j'ai senti avec l'écriture que ça allait être une science-fiction avec du cœur, avec de l'âme, mais aussi avec beaucoup d'intelligence et de surprise. C'était vraiment parfait. Genre, c'est pas un livre parfait. Il aurait dû être plus court. On s'entend, il aurait dû être plus court. Mais l'approche était parfaite pour moi, ok? C'est ça, c'est de la bonne science-fiction avec des gros concepts, mais aussi une approche contemporaine. Là, vous me rejoignez. Quand les personnages étaient en danger, là, j'étais littéralement au bout de ma chaise, puis j'étais comme non, s'il vous plaît, mourrez pas, s'il vous plaît. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas sentie aussi investie dans le sort de personnage. C'était long. Mais je me suis jamais ennuyée. Puis quand j'ai terminé le livre, qui fait 1200 pages, 1200 pages, j'étais comme ok, ça peut pas finir comme ça. Il me semble que tant qu'à y être, là, qui t'a écrit 1200 pages, rajoute-en un autre 1000. Mais après ça, j'ai vu qu'il y avait un tome 2. Donc c'est parfait. Hey! 4.5 étoiles. 4.5 étoiles. Merci beaucoup Calypso de m'avoir fait trouver un coup de cœur parce que j'ai de la misère. Je connaissais déjà ce livre avant qu'il me soit suggéré, mais comme jamais de la vie, j'aurais osé le lire juste à cause de sa taille. Et ben merci. Je le recommande à n'importe qui est intéressé par ce que j'ai mentionné. Ok, maintenant revenons à une autrice que je connais très bien. Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, qui vient d'être traduit en français aux éditions Charleston. S'il y avait un livre sur Terre qui avait été écrit spécifiquement pour me plaire, c'était celui-ci. Quand j'ai vu que mon autrice préférée, Taylor Jenkins Reid, allait publier un livre qui parlait de l'entraînement spatial des premières femmes à la NASA en 1980, c'est-à-dire un sujet sur lequel j'ai lu de nombreux livres de non-fiction, j'ai regardé de nombreux documentaires, genre c'est mon sujet là. Et en plus la romance principale, ça fait que les femmes qui s'aiment, moi j'aime ça. Écoutez, quand j'ai vu ça, je l'avais dit là dans ma vidéo de présentation, j'avais l'impression que Taylor Jenkins Reid avait appelé le FBI pour leur demander qu'est-ce que Mamaki aimerait lire. Et j'ai ouvert le livre et mes rêves se sont écroulés. C'est le 9e que je lis d'elle et c'est absolument sans aucun doute celui que j'ai le moins aimé. Le problème, c'était pas le sujet, là. Le sujet était là, c'est pas que le résumé mentait, mais
c'est qui a écrit ça? C'est tellement mal écrit. J'ai zéro reconnu ma Taylor Jenkins Reid. Je voyais pas le talent indéniable qui transpirait de tous ses autres livres. Genre presque toutes les phrases me paraissaient maladroites, bizarrement construites. La protagoniste faisait des monologues sur son amour du ciel et des étoiles. On s'entend que ça aurait dû me parler, mais c'était tellement genre cheesy puis pas ressenti, puis j'étais juste comme comment tu réussis à ne pas m'intéresser à un paragraphe qui parle de l'incroyabilité, est-ce que c'est un mot? Je ne penserais pas. L'incroyabilité de l'univers. Hello, je m'appelle Sous le ciel pour une raison. En plus, le livre démarre avec comme un accident spatial qui, je comprends, c'est de la fiction, ok, je comprends, mais comme ça colle tellement pas à la mentalité de base de tous les astronautes dont j'ai lu des autobiographies. En tout cas, vraiment, j'ai traversé les 100 premières pages de ce livre avec le cœur brisé. Heureusement, ça s'est amélioré après ça. Genre, l'écriture a arrêté de comme absolument me déranger. Mais j'ai jamais réussi à comme m'intéresser à la protagoniste. C'est pas comme si elle faisait quelque chose de mal, mais c'est ça justement, elle était parfaite. Et c'était pas intéressant à suivre. Genre, sa romance avec l'autre femme, c'était juste elle qui lui disait « Ah, t'es tellement parfaite, puis tu le réalises pas. Ah, t'es tellement parfaite. » Leur scène ensemble était cute. J'aimais beaucoup le personnage de Vanessa. Mais on dirait qu'elles avaient continuellement la même conversation. Elles se draguaient toujours de la même façon. Toujours en train de parler des mêmes sujets. Puis voilà, ok. C'est quand même une lecture que j'ai lue avec beaucoup d'entrain. Je l'ai dévorée en une journée. Aussi vers la fin, ok, j'ai senti la tension, là, j'étais quand même affectée par les événements qui se déroulaient. Donc, tu sais, j'en parle très négativement, mais pour moi, ça reste un 3 étoiles. C'était pas une mauvaise lecture, mais comparé à ce que Taylor Jenkins Reid m'a fait vivre dans le passé, puis considérant que c'était littéralement le livre sur Terre qui était écrit pour me plaire, c'est un énorme flop. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est pas le cas genre d'une autrice qui doit publier un livre par année puis qui s'est pressée, qui a pas eu le temps de vraiment peaufiner son truc. Non, là genre elle a mis plusieurs années à l'écrire celui-là. En tout cas, aïe, je le recommanderais pas. Je l'ai comme aimé un peu, genre j'ai donné 3, ça va, mais genre je peux pas le recommander. Ok, le 7e livre maintenant, c'est une nouveauté québécoise de 2025, L'homme de trop de Antoine Dion Ortega. J'avoue avoir été légèrement menée en erreur par ce livre. Mais en fait, c'est pas la faute du livre, c'est la faute de ma bonne amie Maps. Parce que Maps, elle l'a lu, puis après ça, elle arrêtait pas de parler du fait qu'elle était comme obsédée par ce livre-là, puis la fin l'avait bousculée, puis elle voulait vraiment parler avec quelqu'un. Puis moi, j'avais interprété ses propos comme quoi, genre, c'était vraiment le genre de livre que tu lis, puis t'es comme, ok, c'était bon, puis après ça, tu y repenses, t'es comme, oh mon dieu, c'était incroyable. Mais elle, c'était pas nécessairement dans la direction d'un coup de cœur, son bousculement. Donc, je m'y suis lancée avec vraiment des très grandes attentes, puis ça m'a légèrement nue. Ok, c'était pas catastrophique, mais ça m'a nue. C'est un livre qui parle d'un auteur qui a vraiment du mal avec sa carrière, il arrive pas à écrire son roman, et il va se faire mystérieusement contacter par une compagnie qui a créé une intelligence artificielle qui a écrit le meilleur livre qui existe sur Terre, et il se cherche un humain pour le publier parce qu'ils savent que genre si c'est juste publié par une intelligence artificielle, le peuple va pas l'accepter, avec raison. Et donc voilà, c'est un livre qui explore, tu sais, ce personnage-là qui profite d'une célébrité et d'un succès énorme alors que c'est pas lui qui a écrit un seul mot. Et aussi, tu sais, ça parle de juste l'intelligence artificielle, ok, c'est quoi le futur de ça, comment ça va être perçu dans le futur que des robots écrivent des livres. Et en lisant les premiers chapitres, là, j'ai vraiment ressenti la petite étincelle de science-fiction qui s'allume en moi. Donc, au départ, j'étais comme, ok, let's go. Mais on dirait qu'après ça, après un début aussi fort, ben le livre a juste emprunté des chemins que je trouvais comme assez évidents. Tu sais, ok, bon, le gars, il a plein de succès, les filles lui courent après, blablabla. Il y a la culpabilité parce que c'est pas vraiment lui qui a écrit son livre, blablabla. Oh, là, peut-être que des gens vont découvrir que c'est pas lui qui a écrit le livre. Ça me faisait tellement penser à plein de livres que j'avais lus dans le passé, puis la seule chose qui est différenciée cette fois-ci, c'est que c'était pas une situation de plagiat, ben, c'est le plagiat, genre, de quelque chose et non d'un humain. Au final, ça a été une bonne lecture que j'ai lue quand même avec beaucoup d'intérêt, tu sais. C'est juste que ça a tellement démarré sur un bon pied que je peux pas m'empêcher d'être déçue. Et aussi, j'ai absolument pas aimé la fin. Et c'est quoi? J'ai pas compris. Pas compris la décision de terminer sur ce chapitre-là. Donc, c'est un 3.5 étoiles, tu sais. Allez-y avec des moins hautes attentes que moi, ok? Mais pour un petit moment de science-fiction québécoise divertissante, ça fait le truc. J'ai ensuite lu un des plus vieux livres qui traînait dans ma palle depuis genre je sais pas, 4 ans, 5 ans, à même la peau de Lisa Gardner. Encore une fois,
ok, je constate que ça me sert à rien de procrastiner les livres de plus de 500 pages parce que souvent, c'est ceux que j'aime le plus. À même la peau, c'est un livre qui se déroule dans la série de l'inspectrice D.D. Warren que je lis absolument dans le désordre. Là, on suit l'inspectrice qui subit l'attaque d'un meurtrier qui comme copie un peu la signature d'un ancien meurtrier qui est mort depuis longtemps mais qui avait été vraiment très intense. Et on suit aussi la fille de cet ancien meurtrier qui, elle, est aujourd'hui une psychiatre et qui tient un lien très complexe avec sa sœur qui est en prison et qui a définitivement hérité de certains traits de psychopathie de leur père. Je tiens, premièrement, à préciser que c'est un livre que j'avais commencé et redéposé à 2 reprises. Donc là, quand je suis venue pour le lire finalement, j'ai vu que je commençais à la page 64. J'étais comme, ok, la dernière fois, j'avais relu tout au complet, puis finalement, je l'avais encore redéposé. Donc là, savez-vous quoi? Je devais prendre un gros risque et je vais juste commencer le livre à partir de la page 64, malgré les très minces souvenirs qui me restent de ces pages. Et c'était tellement la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Puis là, je suis comme, est-ce que quand t'accroches pas un roman, la stratégie, c'est juste de comme sauter 50 pages puis continuer à aller? Parce que j'ai tout compris. Genre, je me souvenais quand même assez bien de ce qui se passait, mais c'est parce que c'est ça, il se passait finalement pas grand-chose au début pendant 64 pages. Alors que là, j'ai commencé, je suis directement entrée dans le récit. Page 65, là, j'étais dedans. C'est spécial. J'ai beaucoup aimé le personnage de la psychiatre. J'ai trouvé très intéressante. Son lien avec sa sœur aussi, c'était fascinant. C'est sûr que c'est un thriller qui a été écrit en 2014, donc il y a certains points que je trouve qui ont mal vieilli puis qui seraient pas aussi bien digérés aujourd'hui. Ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Et bon, même si le livre, définitivement, un peu trop long, ok? Moi, des thrillers là, qui font 500 pages et plus, là, je suis comme... Est-ce que c'était 100% nécessaire. 100% nécessaire, mais malgré sa taille, ça a conservé mon intérêt du début jusqu'à la fin. Là, je dis début, de la page 64 jusqu'à la fin. Et ça arrive pas tout le temps, ok? C'est rare les thrillers que genre, même à la fin, quand les choses débouchent, je suis encore dedans, là. Donc, je lui ai donné un 3.75, qui était en fait un 4 étoiles jusqu'à une certaine révélation à la fin que j'ai moyennement aimé. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. Une chance que je l'ai pas abandonné après mes 2 tentatives à la page 64. Fallait juste commencer à la page 65. L'avant-dernier livre, c'est une non-fiction que j'ai lue en anglais, mais le titre en français, c'est Ne dis rien de Patrick Radden Keefe. C'était une suggestion de Christine A. dans le bocal des membres. Ça, c'est un livre qui plonge dans les conflits en Irlande autour des années 1960. On parle d'une mère qui est enlevée sous les yeux de ses 10 enfants. On parle de secrets, de complot. On parle d'attentats, on parle de ces victimes qui sont aujourd'hui connues comme étant les disparus de l'Irlande. C'est une période avec vraiment beaucoup de détails complexes et je trouve que le livre fait un bon travail pour comme présenter plusieurs angles différents pour donner une idée plus complète du tableau. Le problème pour moi, même si c'est... Luna aussi elle a un problème. Même si c'est absolument une période fascinante de l'histoire, ben l'histoire, ça a jamais été mon fort, personnellement. Genre, à l'école, ok, c'était de loin la matière avec laquelle j'avais le plus de difficultés. Et c'est pas parce que je m'y intéressais pas, mais c'est parce que il y a quelque chose juste avec la tonne d'informations qui est présentée qui ne fait pas de sens dans ma tête. J'arrivais pas à assimiler toutes les informations et c'est un peu ce qui s'est produit avec ce livre-là aussi. Même s'il était super bien recherché et soigné, ça m'a donné l'impression de comme redevenir cet élève qui lit son livre d'histoire puis qui est comme hey, qui est quoi. Je voulais comprendre, je voulais suivre, mais j'y arrivais pas. Il y avait trop de personnages. Je sais pas c'est quoi mon problème, ok? Donc même si je respecte énormément le travail de l'auteur puis tous les avis semblent comme catégoriquement positifs, ben pour moi niveau appréciation intérêt, c'est un 2.5 étoiles. Mais je reconnais que le problème vient entièrement de moi et je remercie Christine pour la recommandation. Si c'est une période historique qui vous intéresse, lancez-vous parce que c'est vraiment un livre qui est bien renseigné. Et pour finir, j'ai terminé la trilogie de Bobby War en lisant The Burning God de R.F. Kuang. Ça c'est une fantaisie qui parle beaucoup de guerre, ok? C'est vraiment pas joyeux, c'est très sombre, il y a beaucoup de gens qui meurent et on parle de colonialisme. Et ben, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, je leur avais donné 5 étoiles. Et en commençant ce 3e tome, je pensais pendant longtemps que j'allais encore une fois lui donner un 5 étoiles. Ce sont pas des livres parfaits, mais il y a juste comme un ton que j'aime, des personnages intéressants, les situations sont assez épiques et de grande envergure. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps envergure alors que c'est très clairement envergure. Par contre,
Finalement, mon coup de cœur s'est un peu essoufflé en cours de route parce que l'autrice a comme essayé de faire prendre un chemin à la personnage principale que j'appréciais pas trop. J'ai pas compris pourquoi c'était nécessaire de faire... Je vais pas vous spoiler c'est quoi, mais juste un changement dans sa mentalité que j'ai pas aimé. Puis ensuite, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses là, qui se passent, puis il y a comme quelque chose d'énorme envergure qui se produit, mais en même temps, la résolution de tout ce truc-là, c'est un peu rapide et concis, alors que ça semblait vraiment à être quelque chose qui allait être énorme. C'est difficile pour moi de donner mon avis sur le 3e tome d'une trilogie, là. Je sais pas trop quoi en dire, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai apprécié, je lui ai donné 4 étoiles. Pour moi, c'est définitivement une saga que je recommande aux personnes qui pourraient être intéressées parce que c'est... J'ai frappé ma caméra, désolée. C'est vraiment particulier, c'est très violent. Je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde, mais moi ça m'a plu. Donc voilà, 4 étoiles, une saga terminée, et on peut pas dire ça tous les jours. C'est donc tout pour mon point lecture, mais avant de se laisser, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire c'est quoi le dernier livre que vous avez terminé, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous me le recommandez? Si jamais vous aimeriez qu'une de vos suggestions fasse partie d'un prochain point lecture, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que Petite Lune et avoir accès également à une vidéo exclusive par mois. La prochaine vidéo exclusive justement qui sort la semaine prochaine, ce sera la vidéo des stats entières de tous les livres, la centaine de livres qu'il y a dans le bocal. C'est quoi les genres littéraires majoritaires? Combien de membres ont suggéré des trucs et j'ai genre pas encore lu leurs livres? Plein de stats, plein de stats. Mais pas d'inquiétude, dans 2 semaines, vous allez également avoir plein de stats parce que je vais poster mon bilan mi-annuel. On se revoit très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!